Bonjour, nous allons vous présenter l'énergie nucléaire et plus particulièrement l'énergie nucléaire de nouvelle génération. C'est un sujet extrêmement complexe qui nécessite de la rigueur et beaucoup de notions spécifiques pour le comprendre. Ça n'aurait pas vraiment de sens et ce serait presque impossible de parler du nucléaire de nouvelle génération sans faire un premier point sur le nucléaire actuel. C'est pourquoi nous allons tout d'abord brièvement développer les différentes générations de technologies liées au nucléaire actuel. Nous verrons ensuite quelques notions de base essentielles pour comprendre la nouvelle génération de centrales nucléaires. Je tiens à préciser que seul le processus de fission entre dans le thème nucléaire de nouvelle génération. La fusion, quant à elle, est un phénomène physique radicalement différent qui ne fait pour l'instant l'objet que de recherches fondamentales et expérimentales. Elle ne fait en aucun cas partie d'une génération de centrales nucléaires et son utilisation dans le nucléaire civil est pour l'instant extrêmement hypothétique. Ce n'est en fait non pas une nouvelle génération, mais une nouvelle technologie. C'est pourquoi nous avons choisi de ne pas en parler. Ainsi, nous allons étudier la génération 4 des centrales nucléaires et nous allons nous demander si jamais c'est la bonne solution pour résoudre le problème du cycle technologique. Est-ce que c'est la pièce manquante? Le nucléaire, c'est une technologie qui a beaucoup évolué avec le temps, donc on va essayer de comprendre d'où on est parti et où est-ce qu'on va. Et pour ça, on va d'abord s'intéresser au Forum international de la génération 4, donc qui a été une initiative prise par les États-Unis en janvier 2000, où en fait plusieurs pays, donc la plupart issus du G20, donc les plus grandes puissances mondiales en fait, ont été conviés dans un plan pour pouvoir ensemble prendre des directives pour le développement d'une prochaine génération. Donc c'est vraiment à partir de janvier 2000 qu'on va parler de génération de centrales nucléaires. Les générations de réacteurs nucléaires ou filières nucléaires se distinguent par les technologies qu'elles exploitent. Elles peuvent être classées en 4 catégories. La chronologie des différentes générations correspond à la date de maturité des technologies associées, permettant un déploiement à l'échelle industrielle. Le Forum international Génération 4 classifie les réacteurs nucléaires suivant 4 catégories. La première regroupe les réacteurs construits avant 1970, c'est en France la filière à l'uranium naturel. La deuxième désigne les réacteurs construits entre 1970 et 1998 et actuellement en service. La troisième est celle des réacteurs dérivés des précédents et conçus pour les remplacer à partir de 2013 à 2020. On peut notamment citer le réacteur pressurisé européen, l'EPR, d'Areva. La génération 4, quant à elle, désigne les 6 filières à l'étude depuis 2011 au sein du forum Génération 4 et qui pourraient entrer en service à l'horizon 2030. Nous ne développerons pas les 6 filières dans le détail, mais un principe de fonctionnement général de la génération 4 exploité dans la majorité des 6 filières. Maintenant, nous allons nous intéresser au nucléaire civil, c'est-à-dire l'utilisation quotidienne des centrales nucléaires. Le combustible principal est l'uranium. Il est trouvable sous sa forme isotope 235, mais qu'en faible quantité. Donc du coup, nous allons beaucoup nous intéresser à l'uranium 238, qui est différent que par sa masse molaire et par ses propriétés. L'uranium a beau être une ressource finie, c'est-à-dire qu'à un moment il n'y en aura plus, ce n'est pas pour autant une ressource fossile. On n'est pas dans le cadre du pétrole. On peut citer Antoine Monnet, donc, qui est un chercheur qui a fait une thèse sur la disponibilité à long terme des ressources mondiales d'uranium. Et lui, il estime qu'il nous reste à peu près 1000 ans si jamais on consomme autant d'uranium 235. Donc du coup, sur un long terme, pour l'instant il n'y a pas de danger. Le problème est que notre consommation tend à augmenter au fur et à mesure des années, et du coup ça peut être peut-être un problème sur le long terme. La part du nucléaire dans le mix énergétique mondial. J'ai réalisé le diagramme que vous voyez à l'écran à l'aide de données du GIEC. On peut notamment y voir que le nucléaire ne fournit que 10% de l'électricité mondiale, et l'électricité mondiale ne représente que 19% de l'énergie consommée dans le monde. Un processus physique à la base de l'industrie nucléaire. Le minerai d'uranium est constitué de 3 isotopes, l'uranium 234 dans d'infimes quantités, l'uranium 238 en une très grande majorité à plus de 99%, et d'uranium 235 à moins d'1%. Les réacteurs actuels, soit la génération 2 jusqu'à la génération 3, c'est le début, utilisent de l'uranium 235. Le combustible est donc enrichi par des procédés extrêmement énergivores jusqu'à des concentrations de 3% à 5% d'uranium 235. Maintenant, nous allons aborder la notion de surgénération et tenter d'expliquer comment fonctionnent les centrales nucléaires, comment elles produisent de l'électricité. Tout d'abord, il faut distinguer deux notions. Il y a les isotopes fissiles qui, eux, permettent
en cas de fission nucléaire de produire de l'énergie. Et ensuite, nous avons les isotopes fertiles qui, eux, en fait, quand on leur donne un neutron, deviennent fissiles. Et en fait, l'uranium-235 est lui fissile. Le problème, du coup, c'est qu'on en a peu. C'est pour ça qu'on utilise cette base, c'est parce que c'est le plus simple. Mais on s'intéresse maintenant à l'uranium-238, qui lui, quand on lui donne un neutron, devient du plutonium-239, et ce même plutonium, lui, est fissile. Ainsi, par fission nucléaire, nous pouvons donner de l'énergie. Cette énergie est ensuite captée sous forme de chaleur, et va chauffer de l'eau pour faire tourner des turbines, et enfin, par transfert mécanique, on va obtenir de l'électricité. Un réacteur est surgénérateur s'il produit plus de noyaux fissiles qu'il n'en consomme. Et c'est quelque chose d'assez incroyable quand on y pense, puisque ce réacteur met plus d'énergie à disposition pour des fissions futures qu'on en a mis initialement dans le combustible. Et c'est une particularité unique du nucléaire. Une surgénération peut être mise en place grâce à un réacteur à neutrons rapide qui a l'avantage de faire fissionner tous les noyaux lourds et non seuls les matériaux fissiles. C'est sur ce principe que s'appuie la majorité des réacteurs de nouvelle génération. Ce type de technologie permet notamment de démultiplier les réserves de matières premières pour des technologies nucléaires, puisqu'on peut utiliser l'uranium-238 qui est gardé sous forme d'uranium appauvri et qui constitue plus de 99% de l'uranium naturel. Maintenant, on va s'intéresser au cas de la France, qui est un pays un peu à part entière par sa quantité faramineuse de déchets d'uranium. Donc, l'uranium 238, c'est de l'uranium appauvri, et on estime qu'en France, il y en a plus de 315 000 tonnes. Et l'uranium 235, parfois, est recraché par les centrales de génération 2 et 3, et on estime qu'on en a 30 000 tonnes en France. En tout, cela correspond à 5 000 ans de production électrique. C'est énorme, et ça prouve vraiment que si jamais on suit la voie de la surgénération, l'uranium peut presque devenir une ressource durable. La surgénération est une technologie faisable, puisqu'en France, le réacteur Superphénix, que l'on considère comme prototype de génération 4, était surgénérateur et a été arrêté en 1997 pour des raisons politiques principalement. Il était le premier réacteur à neutrons rapides à fournir de l'électricité à une échelle industrielle. C'est une technologie qui existe donc, qui est faisable, mais indéniablement plus chère. Nous avons donc bien développé la voie uranium-238-plutonium-239, car c'est une technologie dans la continuité des réacteurs actuels à l'uranium-235. Elle est particulièrement étudiée et a de fortes chances de se développer à grande échelle dans les années à venir. Néanmoins, il faut savoir qu'il existe une seconde voie de surgénération, la voie thorium-232-uranium-233, qui fonctionne selon un mécanisme très similaire en utilisant la fertilité du thorium. Mais du fait de son extrême complexité et de la nouveauté du combustible, les réacteurs utilisant du thorium ne présentent pas d'intérêt technico-économique sur le court ou moyen terme. Mais nous développerons davantage cette voie dans le compte-rendu. Maintenant, il faut comprendre la nécessité d'anticiper la production de plutonium. En effet, ce plutonium est produit grâce aux centrales de génération 2 et 3, et ne se trouve pas dans la nature. Ça veut dire que, pour l'instant, on est encore dépendant des centrales de génération 2 et 3. Mais ensuite, quand la première génération 4 sera lancée, on pourra fonctionner qu'avec cette génération, et donc être dans un processus de durabilité grâce à l'uranium 238. Pour conclure, on retiendra que la génération 4 permet d'utiliser l'uranium-238 majoritaire dans l'uranium naturel et ainsi multiplier par plus de 100 les ressources utilisables par le nucléaire civil et par la même occasion effectuer 100 fois moins de déchets. Donc vous pouvez vous demander s'il y a des chances de voir un jour apparaître des réacteurs de génération 4 en France. Cela dépend en fait de questions économiques, dont le coût de l'uranium et les alternatives au nucléaire, mais surtout de questions politiques. Et on ne peut pas vraiment dire que le nucléaire soit une énergie populaire en France, notamment à cause de la désinformation. La réponse à cette question dépendra donc non pas de la pertinence écologique et économique du nucléaire, mais de la perception du grand public et des arrangements politiques, ce qui est beaucoup plus difficile à prévoir. Au niveau mondial, en revanche, il ne serait pas étonnant de voir de tels réacteurs se construire dans les années à venir, pour des pays comme la Chine ou la Russie, qui ont besoin de produire des quantités faramineuses d'électricité, mais n'ont pas forcément les ressources en uranium nécessaires. La génération 4 peut donc être considérée comme la pièce manquante du cycle technologique, car elle exploite les déchets des centrales précédentes, rendant ainsi l'industrie nucléaire près de 100 fois plus propre.